Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Je reçois aujourd'hui Alain Métivier qui vient nous parler de Perspective Autonomie en santé mentale, le PASM. À l'espresso et l'espresso allongé, il sera question de science et concept d'âme. Notre collaborateur Carl Boulian est avec nous en début de deuxième demi. Il vient nous présenter sa chronique sur le trouble obsessionnel compulsif. Alors, tout ça à l'émission Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Mehdi Cayenne et la chanson s'intitule Molly. Bienvenue à Folie douce. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'accueille maintenant mon invité qui est M. Alain Métivier. Bonjour, M. Métivier. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous Merci. êtes, vous êtes créateur et coordonnateur d'un projet de père aidant, en fait, du PASM. On va expliquer ce que c'est le PASM, là. PASM. Qu'est-ce que ça signifie, les 4 lettres? C'est-à-dire PASM, ça signifie Perspective Autonomie en santé mentale. OK. Puis c'est une organisation sans but lucratif? C'est ça. C'est une OSBL qui a été créée. On a commencé à y réfléchir depuis quelques années, mais on a créé un comité d'implantation dans le milieu où est-ce qu'on est. Ouais. Et puis en même temps d'implantation non seulement dans les locaux où est-ce qu'on est, puis le bureau qu'on a, mais dans le milieu où est-ce qu'on est. Où vous êtes, à Montréal? Nous, on est situé, notre local est situé au 6807C de Marseille. Dans le fond, c'est presque dans une salle paroissiale. Oui. Mais c'est dans le coin de un peu de l'Est, mais pas vraiment à l'Est. Là, oui, c'est l'Est. C'est tout près sur le territoire de l'Institut universitaire de la santé mentale. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, il y avait des besoins. Pourquoi avoir créé ça? Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vous-même à en être un des créateurs? Vous êtes co-créateur, j'imagine? Pour commencer, je suis moi-même père aidant en santé mentale. Oui. C'est-à-dire, c'est une des raisons... une des raisons pourquoi j'étais motivé à créer, à fonder un organisme comme PAS. En plus, c'était les besoins qui sont assez criants, là, déjà, besoin d'accompagnement. Et puis en même temps, ce qui arrive, c'est que les pères aidants, on est quand même assez nombreux. On a été formés à Québec ou à Montréal. Et à Québec, ça fait plus de 10 ans qu'il y a l'école de formation, à la QRP. Et puis à Montréal, c'est récent. C'est plus récent. C'est ça, l'ensemble du côté père aidant, ça a peut-être toujours existé, mais ça portait pas de nom parce qu'il y a toujours eu peut-être quelqu'un qui avait déjà vécu. C'est un peu ça, père aidant, c'est de connaître de quoi on parle pour aider la personne qui a besoin d'aide, justement. Donc, c'est ça, là. C'est le vécu expérientiel. Un père aidant, c'est une personne qui a un vécu expérientiel en santé mentale, qui a un savoir expérientiel parce qu'il a réfléchi sur sa propre situation, il a lu aussi pour mieux comprendre. Ouais. Et puis le père aidant, pour nous, les pères aidants qui font partie de l'équipe, ce sont des pères aidants certifiés, c'est-à-dire qui ont une formation de père aidant, soit à Québec, à la QRP ou bien à l'AMPAC à Montréal. Est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu par le gouvernement où il y a beaucoup de bénévolat encore ou s'il y a vraiment une intention de la part du gouvernement parce que les fonds aident toujours, là, dans le fond? Oui, c'est-à-dire qu'au niveau du salaire, comment dire, le Conseil du Trésor nous a reconnu au même titre que l'éducateur ou l'éducatrice spécialisée. OK. Au niveau salarial. On est reconnu parce que une bonne partie des pères aidants qui sont actifs à temps plein ou à temps partiel travaillent dans les CLSC, dans les hôpitaux, ce qui fait qu'on est reconnu, c'est-à-dire on est reconnu dans des équipes CIM, CIV, au niveau du public, des soins publics. Et on a reconnu par le fait même le bienfait, parce que dans les faits, est-ce que ça peut se quantifier? Est-ce qu'on peut donner
des bonnes nouvelles par rapport à ça. Quand on dit que quelqu'un a l'aide d'un père aidant versus en a pas, est-ce que son établissement va plus vite ou va mieux ou est plus stable? Est-ce qu'on peut affirmer ce genre de... Il y a des statistiques à ce niveau-là qui démontrent que la présence du père aidant non seulement fait en sorte que l'usager, si on peut prendre le terme, la personne qui demande des soins, ressent une plus grande proximité, une souplesse de service, puis en même temps une approche plus individuelle. Oui. Et puis ça, il y a des statistiques à ça, puis il y a des témoignages aussi de psychiatres, notre psychiatre qui fait partie du comité d'implantation, Dr Pierre Léouf, qui est de l'équipe Pacte 1 à l'Institut universitaire de la santé mentale, l'observe dans son équipe, que le père aidant apporte non seulement son apport auprès des usagers, mais aussi qu'il invite d'une façon presque directe les autres professionnels à voir les choses autrement. OK. D'être plus à l'écoute. Plus de voir la personne avant tout. Oui, exactement. La personne qui est au centre, dans le fond, c'est ça. Il faut que la personne obtienne des services, il faut qu'on s'en occupe, puis c'est un peu ça. Là. Oui, mais concrètement, comment ça se passe? Je veux dire, est-ce qu'il y a un jumelage qui se fait? Comment ça se passe? Est-ce que chaque père aidant peut aider plusieurs personnes ou est jumelé juste avec une personne? Non, c'est-à-dire un père aidant, tout d'abord... n'est pas jumelé seulement à une personne. C'est qu'un père aidant, comme nous, les pères aidants, ce sont des travailleurs autonomes. Oui. C'est-à-dire, ils sont payés pratiquement à l'acte. Oui, oui. Dans le sens qu'ils vont suivre toujours la même personne, mais ils peuvent suivre plusieurs personnes. Quand je dis suivre, je dis plutôt l'accompagnement ou le référé. Ouais. Comme vous disiez tantôt, au même titre que soit des travailleurs sociaux ou des gens qui interviennent, des éducateurs, peu importe, là, c'est ça. Puis aussi les accompagnements, c'est-à-dire... Tout d'abord, moi, je partais de mon expérience. Le projet, je partais de mon expérience. Que vous avez vécu quand même, vous avez de l'expérience. Le vécu expérientiel, le savoir expérientiel, puis aussi mon expérience comme accompagnateur, comme père aidant. Ouais. Mais ce qui élargit le cadre de l'accompagnement, c'est l'expérience des pères aidants qui viennent accompagner parce qu'il y a une autre expérience. Ouais. Et puis, parfois, ils ont des expertises aussi d'accompagnement. Ouais. Fait que ça élargit le cadre. Ouais. Du côté du PASM que vous avez fondé, comment vous voyez les services? Comment ça se présente, en fait? Vous offrez des services dans le milieu ou comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on est en contact, on est... connu dans le milieu, c'est-à-dire au niveau des organismes en santé mentale. On fait partie de 2 tables de concertation. La table de concertation de l'Est qui regroupe plus d'une 40aine d'organismes en santé mentale. Okay. Puis il y a aussi le Mercier-Ouest Quartier en santé, qui est notre territoire, qui est plus concerné au niveau de la santé, au niveau des familles et de la jeunesse, mais on apporte aussi un apport d'invitation à tenir compte aussi de la santé mentale. Parce qu'au niveau des familles, il n'y a pas une famille qui échappe parfois des problématiques en santé mentale. Puis les jeunes aussi. Oui. C'est ça, parce qu'on a souvent tendance à dire on attend que la santé mentale se dévoile, mais à quelque part, il faut aussi dire dans les milieux qu'on croirait qu'il n'y en a pas besoin, qu'on n'a pas besoin d'intervention, il y en a, il y a des besoins. Donc, c'est un peu ce que vous dites. Peut-être dans certaines cultures, dans certains milieux, on va dire la famille va prendre soin plus que d'ordinaire, comment dire. Il y a des cultures, prenons de la culture, je ne sais pas, italienne, où la famille est très, très forte, et puis on prend soin de nos membres. Ouais. Mais malgré ça, il y a toujours besoin d'un apport extérieur aussi pour mieux comprendre. Et puis en même temps, quand nous, on parle d'autonomie, dire autonomie personnelle, communautaire, sociale, jusqu'à la pleine citoyenneté, c'est-à-dire que des fois, les rapports au niveau de la famille font en sorte que l'autonomie de la personne qui a des problématiques en santé mentale, s'arrête parce qu'elle fait face à une autonomie parentale. Mm-hmm. Et si l'autonomie parentale ne laisse pas d'espace à l'usager, à la personne qui a besoin de soins psychiatriques. Donc, son autonomie soit régresse ou non,
elle reste stable. Oui. Reste Donc, stagnante. il y a un grand travail de démystification, d'approche, de dire, ben, ça serait peut-être intéressant, ça apporterait peut-être, ça amènerait la personne ailleurs, peut-être qu'on pourrait l'essayer. Tu sais, j'imagine qu'il y a un côté un peu de vente, entre guillemets, que vous devez faire, parce que c'est pas encore établi, tu sais, c'est récent, on parlait de 10 ans là, à Québec, puis Montréal, c'est encore moins vieux que ça en termes de toute l'approche de père aidant officielle. Là. Donc, il y a un travail de vente, entre guillemets, là, dans le sens. Oui, c'est ça. Puis aussi, il y a aussi un programme qui prend naissance au Québec qui s'appelle College Recovery, qui est un programme qui vient de l'Angleterre, mais qui est maintenant sous, comment dire, non pas la gouvernance, mais le groupe de l'Institut universitaire de la santé mentale, le CIRIS, pris en main, College Recovery, pour l'adapter ici, afin de former des personnes intéressées à donner des formations en ce qui concerne tous le vécu expérientiel, l'importance du vécu expérientiel. C'est quand même un vent de fraîcheur quand on sait qu'il y a eu tellement d'années noires là, en termes de santé mentale, puis d'alternatives, puis d'approche humaine. Tu sais, il me semble qu'on parle d'années en arrière là, où c'était vraiment... c'était noir, là, alors que ça, il y a quelque chose d'encourageant dans ce qu'on assiste là, en termes de... Oui, c'est à tous les niveaux. Hein, c'est à tous les niveaux, tout ce qui est déficience intellectuelle, santé mentale, autisme. Avant, comme vous savez, M. Yvan, on gardait les gens à la maison, on les cachait presque, ou non, on les mettait en institution parce que c'était, comment dire, c'était pas... honteux, on n'avait peut-être pas les ressources pour les aider. Mais aujourd'hui, depuis une certaine époque, là, et puis ça se développe de plus en plus, mais je peux vous dire que par des témoignages, par les lectures, puis par mon expérience personnelle, le père aidant, avec son vécu expérientiel, est une lueur d'espoir. Parce que si moi, on va dire, disons que j'ai un diagnostic de bipolarité, et puis je connais, toute la partie qui est délire, psychose et tout ça, c'est du vécu. Si j'arrive devant une personne qui vit cette même situation-là, elle ne pourra pas autrement que se poser la question, dire, comment ça, toi, tu connais ça? Et puis en plus, tu es en face de moi pour m'aider, donc je peux m'en sortir. Exactement. Qu'est-ce qui a été votre... Est-ce que ça a été difficile de vous en sortir d'abord, si on parle personnellement? Est-ce que ça a été difficile dans votre cas? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes rétabli? Vous me semblez très en forme? Hein? Oui, c'est-à-dire... ça a été 6 ans. Ah, OK, quand même. Ouais. 5 hospitalisations en 6 ans. Oui, ça, c'est quand même quelque chose. Hein. Effectivement. Non, je pense qu'on devient plus fort. C'est pour ça que la force des pères aidants est quand même... Mais en même temps, il n'y a rien de magique. Hein, il faut mettre du sien, il faut coopérer avec l'équipe clinique. Puis en même temps, il y a un peu de chance aussi. Ça prend un peu de chance parce que des fois, les gens ont une bonne volonté, mais ça ne fonctionne pas. Il faut avoir une bonne équipe aussi, le psychiatre, et puis une bonne équipe autour. Parce que c'est pas... Pour moi, ce qui a été merveilleux, c'est de travailler d'une façon holistique, à tous les points de vue. Et puis quand j'étais entouré de ces personnes-là, puis je voyais clairement qu'ils voulaient mon bien, puis ils voulaient m'aider, j'embarquais. Moi, c'est depuis 2002 là, que je suis stable, je n'ai pas été hospitalisé, puis je suis retourné sur le marché du travail. Puis, Non, c'est excellent, c'est des bonnes nouvelles, mais on dit souvent aussi qu'il faut reconnaître la problématique pour pouvoir ensuite aller de l'avant, puis s'améliorer. Puis je pense sûrement que vous êtes d'accord avec ça. Oui, si tu dénies, si tu fais du déni, ça avance pas. Exactement. Ça avance pas parce que tu vas projeter sur les autres. C'est les autres qui sont pas corrects. Oui, exactement. Moi, hein. C'est fort intéressant, M. Métivier. J'aimerais ça qu'on mentionne les gens qui veulent en savoir plus, veulent vous appeler, veulent vous contacter. Oui, bien certainement. Comment on peut faire ça? Certainement. Pour l'instant, on n'a pas un site web et ça s'en vient. À la paroisse, il y a un spécialiste dans le web. On va créer un web pour Perspective, Perspective Autonomie en santé mentale. On a l'adresse courriel qui est pasm.montréal@gmail.com. Et puis le numéro de téléphone, c'est dans le 438-521-7276. 7276, c'est PASM. OK, d'accord. Répétez donc le téléphone. 438-521-7276. Merci beaucoup, M. Alain Métivier, donc d'avoir été des nôtres. C'est fort intéressant. C'est un plaisir. On suivra le développement de cet organisme-là qui est récent, mais bonne continuation. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter.
Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Mado. Bonjour. Pierre, aujourd'hui, le sujet science et concept d'âme. Oui, en fait, c'est une suite aux deux derniers blocs Espresso, ceux de la dernière émission, parce que je vais trouver d'autres articles tellement intéressants sur le sujet. Sur l'âme, là. Oui, que j'ai décidé de poursuivre cette semaine. Ouais. L'affrontement, ceux qui croient et ne croient pas. Oui, en fait, on peut dire l'affrontement entre la science et la croyance, peut-être. Ou la métaphysique. Oui, on pourrait dire ça. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est un seul article. Ça s'appelle « Le cerveau humain abriterait la conscience ». Ici, la science éventait le concept d'âme. C'est écrit par un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Fritz sur le site fritz.nouvelobs.com. Oui, qui est le nom de la revue, le Nouvel Observateur. Exactement. Et ce monsieur est un chroniqueur de sciences. Alors, il nous dit, a-t-on trouvé un siège de la conscience dans le cerveau humain? C'est ce que pourrait laisser penser une étude réalisée au centre hospitalier de l'École de médecine de Harvard. Les chercheurs ont étudié un groupe de patients souffrant de lésions cérébrales, certains étant dans le coma et d'autres non. En cartographiant les blessures, ils ont identifié une zone du tronc cérébral qu'ils ont reliée au coma. À partir de ces résultats, ils ont étendu leurs investigations à d'autres parties du cerveau qui pourraient être reliées aux lésions provoquant le coma et mis en évidence un réseau de 3 régions spécifiques qui seraient donc liées à la conscience humaine. Cette étude ouvre probablement la voie à de futurs traitements pour les personnes dans le coma, mais sur un plan plus métaphysique que physique, elle nous interroge sur la nature même de la conscience et de ce que certains appellent l'âme. Oui, là on parle de la conscience, pas le bon jugement. Là. Exactement, oui, la vraie... Oui. La conscience. Oui, ouais. oui. Alors, la conscience n'est-elle qu'un simple phénomène biochimique apparu chez les primates comme résultat de l'évolution? Dans ce cas, tout espoir de survie posthume ne serait qu'une illusion entretenue à souhait par les religions et les philosophies tentant de donner un sens à la vie. La nature du moi, ce qui fait notre personnalité, est bien entendu façonnée par les événements que nous avons vécus, autant que par nos atouts distribués à notre naissance qui dépendent de notre patrimoine génétique. Tout cela pourrait sembler bien matériel et laisser peu d'espoir à ceux qui croient aux forces de l'esprit. M. Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, a d'ailleurs décortiqué cela en parlant d'un code de la conscience. Pour lui, celui-ci est la diffusion d'une information dans le cerveau pour la rendre disponible à la mémoire récente ou à long terme et au système d'évaluation, de focalisation, d'attention perceptif, moteur, par les autoroutes neurales, les faisceaux d'axones de quelques millimètres de diamètre. En 2016, 2 chercheurs en psychologie, Julia Poerio de l'Université de York et Dan Dennis de l'Université de Sheffield en Angleterre, se sont intéressés au rêve lucide, cet état de conscience durant lequel on rêve tout en sachant qu'on rêve. Ou peut-être qu'on pourrait dire être dans la lune. Rêver éveillé, peut-être. Ouais. Et où l'on peut même éventuellement se regarder soi-même avec distance. Mm-hmm. En se basant sur diverses recherches sur le sujet, il suggère que l'on compare les états de sommeil normal et de rêve lucide, et que cette comparaison pourrait détenir une clé pour comprendre le phénomène de la conscience. Là, on parle pas d'une séance de méditation de pleine conscience. Qui n'est pas la même chose. Oui, c'est pas exactement la même chose. J'essaye, mais je réussis pas toujours de faire de la méditation de pleine conscience. Ouais. Certains, comme le philosophe Daniel Dennett, philosophe américain, affirment même que la conscience que nous avons de notre individualité, c'est-à-dire le moi, n'est qu'une illusion et que notre cerveau nous joue des tours. Et lorsqu'on réalise à quel point la mémoire, la somme de nos expériences, peut être altérée par des blessures au cerveau ou des maladies comme l'Alzheimer, il serait facile de se dire que l'esprit n'est qu'un vague sous-produit de la matière et qu'une fois le rideau tiré, c'est fini. L'âme n'a pas plus de chances de survie qu'une pierre rénale dans un corps en décomposition.
La conscience peut même être liée à la nature de l'univers, et plus particulièrement de l'espace-temps. Einstein, mon ami Albert, ah oui, ton préféré, oui, a lié l'espace et temps en une seule entité. Mais la nature du temps fait l'objet de nombreuses théories, notamment sur la direction de sa flèche qui va du passé vers le futur. Nous vivons dans un temps linéaire, avec le présent comme seule réalité tangible. Mais si l'espace-temps est vraiment un tout, cela pourrait signifier que le futur est tout aussi tangible que le passé et qu'il est donc déjà écrit. Et personnellement, c'est ce que j'ai déjà entendu dire par plusieurs physiciens. C'est assez troublant de se dire que notre futur est déjà écrit. Même les théories d'avant-garde sur le multivers, c'est-à-dire multi-univers, qui décrivent une multitude d'univers parallèles, laisseraient penser que nos vies ne sont qu'une possibilité parmi d'autres. Mais je continuerai sur le sujet un peu plus tard. Science et concept d'âme. Merci Pierre, merci Ghislain, à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Carl Boulian nous présente son sujet sur le trouble obsessionnel compulsif. À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec Science et concept d'âme. Vous entendrez aussi en chanson Pour toi d'Ariane Moffat et Les pizzas de Boule. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie douce, notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous sintonisez actuellement Folie douce. Je suis en compagnie maintenant de notre chroniqueur Carl Boulian. Bonjour Carl. Allô Yvan. Toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup. Et tu t'intéresses à beaucoup de sujets. Tu nous as déjà parlé dans le passé un peu de ton intérêt pour tout ce qui est entraide, entre autres, les gens qui ont certaines difficultés. Tout ça, tu travailles dans le domaine également. Oui. Aujourd'hui, tu nous parles du trouble obsessionnel compulsif qu'on appelle le TOC, je pense. Exactement, qu'on appelle le TOC. Ce qu'il faut comprendre, il y a deux mots dans le trouble obsessionnel compulsif. Obsessionnel, il y a les obsessions. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est les obsessions? C'est un peu, dans le fond, c'est des pensées qui sont incontrôlées. C'est répétitif. C'est des choses qui arrivent comme ça, des pensées qu'on ne peut pas justement contrôler, qui ont souvent pas nécessairement de sens, qui n'est pas relié à la réalité. Et ils ont comme une emprise sur la personne. Exactement, ouais. Exactement. Puis il y a aussi compulsif, au niveau des compulsions. Qu'est-ce que c'est que des compulsions? C'est quand la personne se sent obligée de répéter des actions pour chasser justement ces pensées-là de son esprit. Dans le fond, le but de ça, c'est un peu de diminuer le niveau d'anxiété. Mm-hmm. Donc, on va dire que la personne fait des compulsions. Ça veut dire qu'elle va faire des gestes pour justement que ces pensées-là disparaissent. Comme casser cette pensée-là, comme enlever un peu il y a comme un genre d'enlever la malédiction ou d'enlever la possibilité que ça soit quelque chose de négatif. Je pense qu'il y a une connotation de ce genre-là aussi. Oui, exactement. Puis les personnes qui souffrent du trouble obsessionnel compulsif, c'est quand même des personnes qui au quotidien, que ça reste que c'est très difficile à vivre. Mm-hmm. Tu peux perdre beaucoup de temps avec des pensées comme ça. Bon, ça complique la routine. Les activités quotidiennes peuvent être affectées.
Puis il y a une prévalence à peu près de 2,5% dans la population qui sont affectés par le TOC. OK. Ouais. À plus ou moins... des degrés différents, là, des niveaux différents aussi. Là. C'est ça. Il y a des degrés un peu dans ça aussi. Oui, exactement. Je peux vous donner des exemples d'obsessions. Parmi les obsessions, il y a l'obsession aussi de se contaminer au contact d'un objet ou d'une substance. Il y a aussi ça peut être aussi de perdre le contrôle de soi, de se mettre en colère. D'avoir oublié quelque chose d'important. Tu sais, par exemple, on oublie le feu sur la cuisinière ou d'avoir barré la porte. On peut retourner voir. Tu sais, 15 fois. 15 fois, j'ai oublié de barrer la porte. Ben justement, ça en est une obsession. Aussi d'avoir oublié un objet. Souvent, ça revient souvent le portefeuille ou la carte de crédit. On le trouve plus. On a peur d'avoir perdu, mais ça, c'est répétitif. C'est des exemples d'obsessions qu'on peut avoir au quotidien. Je me souviens qu'il y a beaucoup d'années, on avait participé, nous, l'émission Folie douce, à un documentaire sur le TOC. Puis il y en avait de tous les genres. Il y avait quelqu'un qui se lavait les mains énormément jusqu'à se faire mal. Là. Ça peut devenir même envahissant. Là. Exactement. Il y a le film avec Leonardo DiCaprio, je pense que c'était L'Aviateur, qui avait un personnage justement qui se lavait les mains à répétition là, pour la peur d'avoir des bactéries, d'attraper des bactéries. Ouais. Ça, exactement, c'est un exemple. Des exemples de compulsion. Par exemple, justement, se laver les mains à répétition, on vient de le dire. Puis, il y en a aussi qui peuvent aller jusqu'à prendre plusieurs douches par jour. Ça, c'est un autre exemple. De faire le ménage sans arrêt. Si on connaît quelqu'un qui n'arrête pas de faire le ménage, c'est clean chez eux, mais il n'y a pas de femme de ménage, ça peut être louche un peu. des fois, ces gens-là, je pense qu'ils devraient être concierges. Ça serait les meilleurs employés au monde. Oui, effectivement. D'utiliser son top. C'est des compétences, finalement. Exactement. Probablement, ça serait la personne la plus appréciée dans l'endroit. Oui, effectivement. Il y a peut-être quelque chose en dessous de ça. Quelque chose de positif à tirer de ça. Oui, exact. Il y a aussi le fait que il y en a qui peuvent s'assurer 20 fois d'avoir bien éteint les appareils électriques. Ouais. Je pense que c'est normal d'en faire un peu. C'est normal des fois d'oublier, de dire est-ce que j'ai bien barré, est-ce que j'ai bien fermé telle chose. C'est juste que quand ça devient, je pense que quand ça nous fait perdre du temps trop, c'est peut-être là qu'on peut se poser. Quand ça devient finalement envahissant. Ouais. Quand tu as de la difficulté à fonctionner au quotidien en raison de ça, c'est là que le problème arrive. Oui, exactement. Les portes sont reverrouillées, c'est un autre exemple. Oui. Quelqu'un aussi qu'au niveau de l'organisation puis du rangement, il y en a qu'il faut que le crayon soit exactement dans cette position-là ou que les tasses soient toutes alignées. Ouais, ça peut devenir trop des perfectionnismes à l'extrême. Oui, il y en a de ce style-là, il y en a pas mal. Ouais. Ou de suivre encore chaque jour, j'ai entendu ça aussi, de suivre chaque jour le même chemin, de repasser tout le temps par le même chemin, de même piler des fois dans les mêmes traces. Ouais. Ça peut aller jusqu'à ça. Il n'y avait pas un personnage, je pense, au cinéma aussi, Jack Nicholson, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça, là aussi. Le titre du film ne me revient pas, mais il me semble qu'il devait justement enjamber les lignes des trottoirs, ce genre de choses-là. OK, ça, j'ai jamais vu ce film-là. Ouais. Mais c'est ça reste qu'il y en a une multitude, dans le fond. Tant que quand ça devient vraiment comme envahissant, je pense que c'est ça, on peut appeler ça un TOC. Là. Exactement. Ouais. Exactement. Aussi, justement, une obsession qu'un malheur va arriver, d'une superstition. Ouais. Ça, justement, j'ai préparé un jeu là-dessus, ça va être le fun. Il y a beaucoup de sportifs qui ont des superstitions, à savoir, bon, est-ce que c'est un TOC ou c'est juste relié à des superstitions? C'est vrai, c'est très répandu chez les sportifs, les hockeyeurs, entre autres. Oui, exactement. J'ai fait des recherches là-dessus, puis j'ai concocté un petit jeu. Donc, je vais t'amener à... Je vais te nommer des noms. Ouais. Puis, je vais aussi te décrire un peu pour ce sportif-là, cette personnalité-là. C'est quoi sa superstition, là, ce qu'on a entendu dire et tout ça. Ouais. Bon, je commencerai, mettons, avec le premier qui est David Beckham. Oui, joueur connu de soccer. Exactement, qui est à la retraite depuis quelques années. Lui était reconnu vraiment pour être maniaque de tout ce qui est symétrique, de ranger ses vêtements toujours de la même façon et tout ça, tu sais. Mais en même temps, je pense que aussi les personnes qui peuvent avoir un TOC, c'est des personnes très perfectionnistes aussi à l'extrême. Ce qui fait peut-être que ça peut être des sportifs ou des gens qui excellent dans ce qu'ils font. Par exemple, mettons Beckham, on se souvient de son pied droit, son coup droit qui était un des meilleurs là, au niveau des coups de pied. Et souvent, ces joueurs-là, probablement, ont déjà fait quelque chose, puis là, ils ont eu du succès, ce qui fait qu'ils refont ça en pensant que ça va influencer
Oui, exactement. Les résultats. Là. Exactement. Par exemple aussi, Rafael Nadal, le joueur de tennis. Ouais. Bon, pour ceux qui connaissent le tennis, vous avez sûrement remarqué que Rafael Nadal, il fait toujours le même geste. Dans le fond, c'est qu'il relève ses bobettes là, entre les... Ah oui, je sais jamais remarqué. Oui. Tu regarderas ça. Ouais. Avant de jouer, tu sais, je dis des bobettes. Ça peut être des boxeurs ou dans le fond, ou son short. Ou rien pas en tout. Est-ce qu'il relève quelque chose? Il relève quelque chose. Mais ça, c'est répétitif. Là. Vous regarderez ça. Je pense que YouTube doit avoir quelque chose là-dessus. C'est bon à surveiller ça. À ce qui paraît, c'est une superstition que lui a. Il doit toujours remettre ça à sa place. Là. Il y a eu du succès. Là, pour lui, ça fonctionne. Exactement. Je pense qu'il continue dans cette voie-là. Ouais. Il y a juste une personnalité là, que je trouvais amusant aussi, Kit Harington, qui est le personnage de Jon Snow dans Game of Thrones. Lui, il a déjà affirmé qu'il avait un trouble obsessionnel compulsif, puis qu'il y avait un rituel qui était bien précis. Dans le fond, c'est qu'à chaque début de représentation théâtrale, quand il faisait du théâtre, il embrassait 3 fois le crucifix, puis 3 fois le sol, pour chaque représentation. Donc, j'espère juste que le ménage avait été fait. Ouais, c'est ça, exactement. Les crucifix, ben là, ça dépend, il est où, parce qu'on les enlève de plus en plus. Ouais. Mais peut-être qu'il y avait déjà effectivement une couverture. Ça a sûrement bien marché pour lui aussi. Mais les gens de théâtre puis les gens de scène sont très, très superstitieux, je pense aussi. Hein? Tu sais, c'est de la performance à quelque part. Fait que tu veux performer à ton meilleur. Fait que des fois, tu fais des associations aussi. Puis t'es en direct, tu sais. Je veux dire, tu peux pas te reprendre au théâtre, là. C'est ça, il n'y a pas de coupé, là. C'est comme si l'erreur est là, faut que tu vives avec. Fait qu'il y a comme un danger. C'est comme si il n'y a pas de deuxième chance dans le fond. Tu te lances un peu dans le vide, là, au théâtre. Exactement. Je peux comprendre que les gens veulent que ça tourne bien pour eux. Oui, exactement. Si on revient au tennis, il y a Serena Williams, qui est une des sœurs Williams, qui, elle, fait rebondir la balle 5 fois. Avant de faire son service. Ah oui? Oui, 5 fois. 5 fois. Pas 4, pas 6, 5. Ça aussi, tu m'intéresses. On va surveiller ça. Ça aussi. Ouais, on va surveiller ça. Michael Jordan, l'ex-étoile de la NBA. Le basketball. Oui, exactement. Lui, mettait pas une paire de shorts, il en mettait 2. 2 parce que quand il jouait avec l'université North Carolina, dans le fond, c'est son université avant qu'il soit repêché par les Bulls. Dans le fond, il portait toujours les shorts de la Caroline du Nord en dessous de celles des Bulls de Chicago. OK. Dans le fond, à tous les matchs. Donc, ça faisait peut-être plus pesant là, au niveau des vêtements à porter, mais ça ne l'a pas empêché quand même d'être le meilleur joueur de l'histoire. Un des meilleurs, effectivement, de toute l'histoire. Exactement. Pour ceux qui suivent la Formule 1, si vous connaissez Felipe Massa, dans le fond, lui, si la course du vendredi, qui est un peu les essais libres, se passait bien, il portait les mêmes dessous le samedi, dans le fond, pour la qualification. Puis si le samedi, ça se passait aussi bien, ce qui arrivait finalement pour le dimanche, c'est qu'il portait encore les mêmes sous-vêtements pour la course finalement. Ouais. Puis le lundi, il y avait du lavage. Le lundi, j'espère, par exemple. Il passe au lavage. Il y avait du lavage à faire. Intéressant. Oui. On a tout le temps pour... Oui, bien sûr. Oui, on continue? Bien sûr. OK. Jason Giambi, un ancien joueur de baseball, il a joué pour les Yankees, je pense qu'il est à la retraite. Il était vraiment dominant là, quand il jouait. OK. Puis lui, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il portait des dessous féminins. Puis ça lui portait chance. Fait qu'il a même déjà recommandé à des coéquipiers qui avaient des difficultés, là, il y avait des mauvaises passes, un bâton, tout ça, de porter des sous-vêtements féminins. Je sais pas par contre. Je sais pas s'il les a convaincus. Je sais pas s'il les a convaincus, mais pour lui, ça fonctionnait. Mais c'est drôle, un jour, il décide de porter ça. Tu te demandes des fois l'origine de ça. Exactement. Je serais curieux de savoir la première fois qu'il les a portés, c'était pour quelle raison. Il s'est trompé, genre, il a mis. Peut-être c'est ça finalement. Il a peut-être mis un slip de sa conjointe, puis ça a été sa meilleure soirée en carrière. Des fois, c'est des erreurs. Il arrive quelque chose par hasard, puis là, tu te rends compte, j'avais ça. Oui, bon, peut-être. Fait que ça, c'est pas nécessairement, tu sais, dans le fond, on peut penser que c'est des superstitions justement pour tenter de contrer le mauvais sort ou en tout cas d'avoir du succès. C'est pas nécessairement une compulsion. Pas nécessairement. L'affaire, ce serait peut-être de voir aussi dans leur vie personnelle, mais là, on sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans leur vie personnelle, si ça se transporte là également. Oui. À part je pense un athlète, tu nous disais qu'il l'avait dit, là, qu'il avait oui, c'était l'acteur Kit Harington à ce moment-là qui souffrait d'un trouble obsessionnel. Je sais que Beckham aussi l'a déjà dit à ce moment-là que lui, il y avait un TOC également. Que ça touche, tu sais, c'est ça, c'est dans le fond, ça touche beaucoup de monde, même monsieur, madame, tout le monde, comme on disait tantôt, le trouble obsessif compulsif. Regarde, même moi, j'en ai un, tu sais, j'ai été diagnostiqué, là, puis je sais que quand je vais aux toilettes,
une petite anecdote, là, je me fais des lignes de joueurs de hockey. Tu as peut-être t'as déjà été sportif, peut-être, non? Oui, j'en fais encore beaucoup de sport, mais c'est ça, j'ai toujours fait des lignes de joueurs de hockey. Fouille-moi pourquoi, là, j'essaie encore de comprendre c'est quoi le principe. Ça fait peut-être 30 ans que je fais ça, là. Mais c'est des pensées irrationnelles, là. C'est comme... C'est ça, c'est comme des... Mais faut dire, Carl, on va revenir aussi sur... On va avoir une prochaine chronique très bientôt sur la suite, parce que on s'est amusé un peu. Évidemment, on va avoir d'autres sportifs. Il y a Ronaldo, entre autres, puis il y a Sidney Crosby. On s'en est gardé un petit peu. On s'en est gardé juste pour garder un peu l'intérêt. Mais sérieusement, on va y aller aussi avec des services ou avec des solutions. Tu sais, que si les gens se retrouvent avec un problème comme ça, de trouble obsessif-compulsif, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est important. Exactement, parce que tu sais, c'est bien beau, on a eu du fun un petit peu en nommant des personnalités, mais à travers ça, il y a beaucoup de souffrance quand même. Puis ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir vers où on peut se diriger pour avoir de l'aide. Oui, exactement. Merci beaucoup, Carl, d'avoir été des nôtres. Et puis, on va se donner rendez-vous très bientôt pour une deuxième partie de cette chronique sur les troubles obsessifs-compulsifs. Parfait. Merci, à bientôt. Bye-bye. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. De retour au micro avec l'Espresso allongé, on parle du sujet science et concept d'âme. Pierre, donc un peu la suite de quand on se posait la question, l'âme existe-t-elle, mais tu vas un peu plus loin. Là. Oui, moi je trouve ça très intéressant. La recherche de l'indicible de l'homme. Oui, si tu veux, oui. Le débat entre la science et les croyances religieuses. Alors, je vais poursuivre la lecture de l'article qui s'appelle « Le cerveau humain abriterait la conscience ». Et si la science éventait le concept d'âme, écrit par M. Jean-Paul Fritz, qui est chroniqueur de science. Alors, il nous dit « Avec un futur gravé dans le marbre, quelle serait alors la réalité du libre arbitre? Et dans ce cas, la conscience n'est-elle davantage qu'une étincelle qui visualise ce point fluctuant que nous nommons le présent? D'autant que le libre arbitre en question est aussi remis en question par des neurologues américains pour qui il ne s'agirait que d'un bruit de fond, entre guillemets, généré par notre cerveau pour masquer la simple loi de cause à effet des événements qui s'enchaînent. Un bruit, entre guillemets, qui pourrait même être l'onde porteuse sur laquelle voyage la conscience, de la même manière que le bruit de fond statique est utilisé pour porter les ondes d'une station de radio, d'après le neurologue Jesse Benson de l'Université de Californie. Une conscience liée à la matière, un libre arbitre illusoire, il pourrait y avoir de quoi déprimer. Parce qu'au fond, on veut savoir qu'on a une conscience, qu'on a une âme, qu'on est plus que simplement... Que de la matière, qui va se terminer après un certain nombre d'années. Oui. On ne veut pas savoir que notre vie pourrait être un échec irrémédiable et total aussi. Si c'est c'est ça, peut-être qu'il fait plus peur. Et un non-sens, d'une certaine façon. Ça donne quoi de vivre? Oui, de vivre, si c'est pour finir en queue de poisson. Ça. La nature du temps elle-même fait l'objet de débats chez les physiciens et elle n'est pas forcément contradictoire avec le libre arbitre. Idem pour la conscience, où les théories sont variées. Mark Tegmark, qui est cosmologiste d'origine suédoise, pense même qu'il pourrait s'agir d'un état de la matière. À côté de cela, on voit arriver de nouvelles applications de l'informatique et des espoirs pour certains de voir un jour transférer notre conscience dans des ordinateurs. Le physicien Stephen Hawking y voyait la seule manière crédible de survie après la mort. Il disait « Je pense que le cerveau est comme un programme dans l'esprit, qui est comme un ordinateur. Aussi, il est théoriquement possible de copier le cerveau sur un ordinateur et de fournir ainsi une sorte de vie après la mort. » Cependant, oui. Ça veut dire qu'on aurait notre effigie personnelle virtuelle pour le restant des jours. Ben, en fait, c'est toutes les informations, oui, qui
qui circulent dans notre cerveau, qui pourraient être informatisés. Oui, mais avec la réalité virtuelle, ça pourrait rester une présence de notre corps et de notre conscience. Un hologramme, avec notre caractéristique. Ça veut dire qu'on pourrait continuer l'émission Folie douce encore très, très longtemps. Ça serait plus nous autres, mais on serait là dans 3000. C'est un peu ça, mais là, je présume. Ouais. Alors, Stephen Hawking disait, cependant, c'est très au-delà de nos capacités présentes. Il disait, je pense que l'après-vie conventionnelle est un conte de fées pour des gens qui ont peur du noir, avec comme perspective de devenir des ordinateurs quand la technologie le permettra. Il y a vraiment de quoi détruire tout espoir en un monde meilleur. Faut-il pour autant considérer que la science est proche de démontrer l'inexistence de l'âme ou de la survie après la mort? On n'en est pas encore là. Il reste encore une part de mystère, notamment pour les cas d'expérience de mort imminente et de sortie hors du corps. Ça, on en entend parler souvent. Les gens racontent ce qu'ils ont vu, c'est ça. Oui, la question, est-ce que le mystère reste toujours essentiel à la condition humaine? Parce que ça nous fait de ne pas savoir, ça nous fait espérer à fonctionner, avancer, espérer, essayer. Ouais. On ne sait pas, mais bon, c'est ça. Peut-être que ça rend notre réalité moins difficile. Plus attrayante. Mais là, je fais juste de la philosophie de bottine. Oui, t'es bon là-dedans. Alors, je poursuis ma lecture. Dans ces deux situations, la conscience ne semble plus liée aux fonctions corporelles. Illusion, certains veulent garder l'esprit ouvert, comme l'équipe de l'Université de Southampton qui a publié en 2014 une large étude sur les expériences mentales liées à la mort, ou encore les scientifiques canadiens qui ont étudié le cas d'une femme capable de vivre des expériences hors du corps. Alors la science va-t-elle finir par décortiquer la conscience et piétiner le concept d'âme? Peut-être, mais il y a encore beaucoup de scientifiques croyants. Une contradiction, on peut très bien imaginer que si la conscience se manifeste par des effets physiques, ceux-ci ne sont pas forcément à son origine. Le spécialiste de la théorie des cordes, Edward Witten, estime que la conscience restera un mystère pour la science. Il a dit « Je tends à penser que la manière dont fonctionne le cerveau conscient sera en grande partie élucidée. Les biologistes et peut-être les physiciens comprendront bien mieux comment le cerveau fonctionne. Mais pourquoi ce que nous appelons conscience va avec ce fonctionnement? Je pense que cela restera mystérieux. » Et en conclusion, la science n'est pas encore assez avancée dans le domaine de la conscience pour qu'il y ait une véritable confrontation avec la spiritualité. À l'inverse de certaines découvertes qui ont bousculé certains enseignements religieux, comme la Terre qui tourne autour du Soleil et le darwinisme contre le créationnisme. Mais au fil des progrès de la neurologie et de la physique, on ne peut s'empêcher d'être pris d'une sorte de vague à l'âme. Faut quand même avoir des preuves irréfutables. Oui, mais je pense que la science, en fait, n'est pas nécessairement... ça va pas à l'encontre de la foi. Je pense que les deux peuvent... la science peut venir prouver des affaires, puis la foi peut venir... quelque part, il y a des gens qui pensent que ça doit être dissocié, mais moi, je crois pas. Le premier aspect de la foi, surtout dans la recherche, c'est le bienfait envers l'humanité. Passant ça, surtout en médecine, c'est déjà de la foi. Là. Merci beaucoup, Pierre et Ghislain. Merci, Pierre, pour le sujet. Donc, science et concept d'âme. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. En conclusion de ce rendez-vous de Folie douce, Ghislain Malo, on va nommer les chansons qu'on a entendues aujourd'hui à l'émission. On a commencé avec Molly. De Médicaïenne. On a entendu l'Excuse-moi-iste. Oui, d'Adrienne Paul. Un mot probablement composé par elle-même. Oui, c'est ça. Oui. Dans le deuxième demi, Pour toi. d'Ariane Moffat. Et à l'instant, Les Pizzas. Oui, c'est son vrai nom. L'artiste s'appelle Boule. Ben voilà, merci beaucoup pour votre choix musical, à toi et à Pierre. Oui, merci. Merci pour ta participation à l'émission. Merci Pierre à la mise en onde. Bienvenue. Merci également pour tes blocs espresso où tu nous as parlé de science et concept d'âme. Notre invité en début d'émission, Alain Métivier, nous a parlé de perspective autonomie en santé mentale. Merci beaucoup, M. Métivier, d'avoir été des nôtres. Et notre collaborateur, Carl Boulian, est avec nous pour nous parler du trouble obsessionnel compulsif. Alors, c'était le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.
do 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 do